Dimanche 12 janvier 2020, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Comme de coutume, nous recevons chaque dimanche sur ce plateau un invité. Aujourd'hui, il s'agit du président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, M. Moussa Oumfana. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Avec vous, vous l'imaginez sans doute, chers téléspectateurs, nous allons parler de l'édition du sabre national de cette année, l'année 2019-2020, la 41e édition du championnat national de lutte traditionnelle, devenu sabre depuis quelques années, sabre national qui s'est donc tenu il y a juste une semaine au niveau de la région de Maradi. Nous allons parler donc avec lui de cette édition du sabre national, 41e édition, Maradi 2019-2020. Rendez-vous donc à la fin de cette édition. L'actualité, vous le savez, reste dominée par la situation sécuritaire et les suites de l'attaque du camp militaire de Chinagodert. C'est dans le département de Bani-Bangou, région de Tillabéri. Une attaque qui a officiellement fait, selon le gouvernement, à travers un communiqué du ministère de la Défense nationale, 25 soldats nigériens tués et 63 terroristes neutralisés. Un bilan qui pose polémique puisque depuis hier, il semblerait qu'il est plus lourd que cela, même si ça n'a pas été officialisé. On parle de 89 soldats qui sont enterrés au niveau du carré des martyrs, au niveau de la base aérienne 101 de Niamey. Le gouvernement n'a jusqu'ici pas communiqué sur ce nouveau bilan. Selon des informations à notre possession, un conseil national de sécurité s'est tenu aujourd'hui. On attend les conclusions de celui-ci. Et les acteurs de la société civile nigérienne se sont réunis cet après-midi au siège de l'association alternative Espace Citoyen pour évoquer cette question de la sécurité avec les attaques à répétition des groupes terroristes sur notre territoire. Nous allons vous faire suivre un extrait de cette rencontre entre les acteurs de la société civile sur la situation sécuritaire dans notre pays au cours de cette édition, puisque nos reporters viennent à l'instant de revenir de l'espace France Fanon d'Alternative Espace Citoyen. Et puis, vous le savez également, c'est ce soir à partir de 22h que l'ensemble des télévisions et radios privées de notre pays vont diffuser en simultané le premier numéro de l'émission dénommée Tribune Citoyenne, une initiative du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger. Le numéro 1 de cette Tribune Citoyenne a donc pour thème dialogue politique inclusif entre incertitude et risque d'une impasse politique. L'émission sera donc diffusée en simultané ce soir à partir de 22h. Je propose de suivre un extrait avant l'heure de la diffusion. Ce dialogue, nous le voulons à tout point de vue et il engage tous les Nigériens. Cependant, nous en tant que classe politique, je voulais que d'abord nous sachions de quoi nous parlions. La politique, c'est vrai, c'est une question engageant la vie de la nation, mais ça engage d'abord la classe politique. La Commission nationale de dialogue social, ça c'est un autre terrain encore. Ne glissons pas du politique au social. Ça c'est la Commission nationale de dialogue social, ça concerne les travailleurs. Troisièmement, quand on parle de démocratie citoyenne, nous ne sommes pas ici dans un droit citoyen ou une démocratie citoyenne. Nous sommes dans une démocratie représentative et notre constitution l'a dit. Elle le répète. Le peuple nigérien exerce sa souveraineté par le canal de ses représentants élus. Effectivement, un certain nombre d'institutions de la République qui sont des espaces de dialogue sont en panne. Le Conseil de la République est en panne. Le CNDP, quasiment depuis 2014, il est en panne. Les relations entre la majorité et l'opposition régies par la charte des partis politiques et le statut de l'opposition. Ces relations-là sont en panne. Nous sommes quand même en face de réalité. Ici, il est question de dialogue. Si on commence de parler du Conseil de la République, de la charte des partis et autres, on va s'embourber et on ne va pas s'en sortir. Parce que le Conseil de la République, on sait à quoi il est destiné. Et ici, on parle de la question du CNDP, comme vous l'aviez dit. Et je m'en vais tout droit vous dire que le dialogue n'est pas en panne. Non, pas seulement, on parle de dialogue. Le dialogue de manière générale. Monsieur le ministre a parlé de ces institutions en termes d'outils aussi, d'instruments par lesquels on peut dialoguer. Je vous dirais que le dialogue n'est pas en panne. Quelle qu'en soit par ailleurs la dimension que vous voulez lui donner, je vous le concède. Je pense que le ministre Zakaria est probablement en train de se tromper. C'est l'opposition qui est à la base
c'est l'opposition qui a demandé à corps et à cri qu'il y ait ce dialogue. Toutes les lettres écrites au Premier ministre sont là pour le prouver. Et finalement, que c'est pour un agenda international, nous l'avons compris après, que le gouvernement a accepté le dialogue. Et dès que cet agenda-là est passé, le gouvernement est revenu sur sa volonté de dialoguer. Rendez-vous donc à partir de 22h sur la télévision Labari et sur les autres télévisions et radios privées indépendantes du membre du réseau pour suivre l'intégralité de ce premier numéro du rendez-vous dénommé donc Tribune citoyenne organisé par le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger. Je vous le disais, la question sécuritaire au centre cet après-midi d'un échange entre les citoyens au niveau de l'espace France Fanon de l'association alternative Espace Citoyen. Il s'est agi pour les organisations de la société civile nigérienne de créer un cadre d'échange pour se plancher sur les mesures adoptées pour faire face à cette situation au lendemain de l'attaque notamment du camp militaire de Sinagodre, c'est dans le département de Bani Bangou. Je propose de suivre un extrait de l'intervention du secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, M. Moussa Tiangari. Chacun est interpellé en sa qualité de citoyen et citoyenne. Ce n'est pas une affaire d'organisation. Nous, en tant qu'organisation, nous avons essayé ce qui est possible. On il y a eu plusieurs tentatives. On essaye de faire de notre mieux. Bien sûr, avec le résultat qu'on sait. Et ça ne suffit pas. Mais ces affaires, chaque citoyen se sente responsable en tant que citoyen. Et il faut que chaque citoyen se détermine comme s'il était lui-même une organisation. Et que donc, ensemble, qu'on essaye de voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est pour ça que là, ici, notre assemblée, là, c'est une assemblée des citoyens. Ce n'est pas une assemblée de représentants d'organisations. Quand bien même, beaucoup d'entre nous ont peut-être des affiliations. Donc c'est en tant que citoyen. Ce qu'on va arrêter, on va l'arrêter ensemble. Et tous ensemble, chacun, dans la mesure de ce qu'il peut, va essayer d'assumer ça. Et il est vraiment grand temps que dans ce pays, on montre qu'il existe des citoyens qui, en tant que citoyens, peuvent se positionner, prendre une position, affirmée et claire devant ce qui est inacceptable. Donc c'est une culture, en quelque sorte, de dissidence par rapport à l'injustice, par rapport au mensonge, par rapport à la mauvaise gouvernance. Donc c'est des citoyens dissidents qui vont s'assumer comme tels, chacun en tant que lui-même. Maintenant, je ne peut pas préjuger de ce qu'on va déterminer. C'est l'objet de la discussion. C'est à nous tous de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Évidemment, les voies possibles, les possibilités pour les citoyens de s'exprimer, de se faire entendre, sont plus ou moins connues. Bien entendu, il y a aussi de la place pour l'innovation. On peut innover, on peut créer des façons de faire, des façons d'agir qui ne sont pas les façons classiques, qui sont bien répertoriées. Mais aussi, on peut combiner ce qui est classique et ce qui peut relever de quelque chose d'innovant. Mais toujours est-il que ce qui nous a tous réunis, c'est le choc de ce qui est en train de se passer. Nous estimons que c'est inacceptable. Je ne veux pas faire un très long discours, mais je vais rappeler quand même quelques éléments essentiels. Première chose, et c'est ça l'analyse de la plupart des observateurs, mais aussi des organisations qui travaillent sur le sujet, c'est que cette situation est le résultat de la façon dont nos pays sont gérés. On ne peut pas gérer nos pays comme on les gère depuis des années et ne pas avoir des phénomènes de ce type-là qui vont prendre de l'ampleur. Voilà, vous aurez donc plus de détails sur cette rencontre, ce débat d'échange entre les citoyens sur la situation sécuritaire au lendemain de cette attaque terroriste au niveau du camp militaire de Sinagoder, c'est dans le département de Bani Bangou, région de Tillabéri, dans nos éditions de demain, Inch'Allah.
Les populations du quartier, les populations plutôt riveraines de la corniche au niveau du fleuve Niger à Niamey, dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey, Yantala, les populations donc des quartiers tels que la Corniche ou encore Combo ont rendu public cet après-midi une déclaration sur leur situation. Vous le savez, les autorités de la ville de Niamey ont décidé de déguerpir les habitants de ces quartiers riverains du fleuve Niger sur la Corniche au quartier Yantala. Et ils demandent donc une juste indemnisation avant leur déguerpissement. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par M. Lompo Soumela. Nous, population du quartier Corniche Yantala-Ba, constate avec amertume l'évolution du processus du recasement du dit quartier. Font la déclaration dont la teneur suit. Vu que le Niger est un état de droit, précisons que le recasement des quartiers Kombo, Madjakwara et Yantala Corniche n'était pas voulu par ces populations, mais c'est une décision du gouvernement dans le cadre de l'embellissement de la ville de Niamey-Niala. Reconnaissant tout à l'État le droit de mettre tout espace au quartier sur le domaine public. Vu le non-respect des engagements pris par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey qui se traduit, car personne ne connaît pas aujourd'hui ses parcelles ou ses parcelles sur les nouveaux sites. Le paiement des indemnisations sélectives et par coup de téléphone sans aucune base légale. Vu que le mètre carré d'un quartier situé en pleine ville de Niamey, à moins de 300 mètres du fleuve et moins de 2 km du palais présidentiel, a été sous-évalué comme si. Maison en banco, 11 000 francs. Maison semi-dure, 16 000 francs. Maison en dur, 26 000. Le mètre carré. Notons bien. Là où aussi, là où c'est seulement les mètres carrés des maisons construites dans les concessions qui sont pris en compte. Vu que le comité qui a représenté le quartier dans les négociations ne communique plus avec nous. Vu que ce comité a créé beaucoup d'actes d'injustice et de favoritisme entre les habitants de ce quartier. Vu que la majorité des membres de ce comité ont déjà touché leur indemnité en cachette, ce comité a lésé d'autres bénéficiaires. Nous retirons notre confiance à ce comité et nous demandons la création de nouveaux comités. Eu égard à tout ce qui précède, nous, population de Corniche-Yantala, exigent l'implication des plus hautes autorités de ce gouvernement dans le processus de recasement de la zone Corniche-Yantala. Un œil regardant du président de la République, son Excellence Elhadji Issouf Mahamadou, qui a promis habitation décente pour tous les recasés. La rivalisation du mètre carré, l'arrêt de toute indemnisation sans attribution réelle des parcelles aux bénéficiaires. Voilà, c'était donc la déclaration des populations riveraines du fleuve Niger à Niamey, les habitants de la Corniche, Yantala notamment, qui rendaient public une déclaration pour demander une juste indemnisation avant tout déguerpissement, comme demandé par les autorités de la ville de Niamey dans le cadre de l'embellissement de la ville de Niamey. Le programme Niamey-Niala. Nous en venons donc à notre invité. Il s'agit, comme je l'ai annoncé, de M. Moussa Oumfana. Il est le président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Monsieur le Président, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté donc l'invitation de la télévision Labari pour parler, comme je le disais, de la 41e édition du Sabre national, le championnat national donc de lutte traditionnelle qui s'est achevé dimanche dernier à Maradi. Alors, vous, en tant que président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, de façon générale, quel bilan vous tirez de cette édition de Maradi et 2019-2020? Donc, je remercie la télévision Labari pour m'avoir donné l'occasion de prendre la parole au nom de tous les acteurs de la lutte traditionnelle, à savoir les membres de la FENILUT, les présidents des ligues, les présidents des districts, les anciens lutteurs, les lutteurs eux-mêmes, les dirigeants, les encadreurs, les tchali-tchali,
les lutteurs malvoyants. Ok. Pour remercier très sincèrement son Excellence Aladji Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, chef de l'État, les premiers ministres, chef du gouvernement, les premiers ministres chefs du gouvernement, Béji Rafini, pour leur engagement sans cesse et les moyens et la sable qu'ils accordent pour que la lutte accorde pour que la rayonne la jeunesse nigérienne dans son ensemble et pour la réussite totale de l'organisation du sabre national. Je profite également à la télévision Labari pour remercier sincèrement le ministre de la Jeunesse et des Sports, le gouverneur de la région de Maradi, le président du conseil régional de Maradi, le président spécial, le président de la délégation spéciale de Maradi et ses collaborateurs, leur athlète, sultan de Kachina et de Goubir, les chefs des cantons, nos vaillants sponsors. Alors, donc ça c'est les remerciements de l'ensemble des acteurs. Je le disais, quel est vous au niveau de la fédération le bilan que vous tirez de cette édition, cette 41e édition du sabre national? Donc revenons à la question, je vous rappelle que c'est notre première participation au sabre national en tant que président de la fédération. Okay. Même si j'ai été à plusieurs fois représenter une région dans le cadre de la lutte, comme la délégation de Niamey, ma nouvelle robe m'a permis de cerner deux choses. Okay. La rigueur dans la gestion technique du sabre, c'est-à-dire l'application stricte et l'honnêteté du règlement, pas seulement au niveau des arbitres, mais aussi au niveau des autres instances de recours. Okay. Jury, comité ad hoc, combat truqué. Aussi, la gestion, c'est une collaboration sincère et honnête entre les dirigeants à tous les niveaux décisionnels. Ministère, gouvernorat, la fédération. Pour donner un bon exemple aux jeunes que nous encadrons, parce que le sabre c'est aussi un cadre éducatif. Concernant les combats truqués, je disais plus haut la rigueur dans la gestion technique. Il s'agit de ça aussi. Je pense que cette fois, le problème est réglé. Avant qu'on pense que cette fois, le problème est réglé avant qu'on sanctionne et on revient sur la sanction. Maintenant, c'est clair. Tu donnes la victoire. Esprit, tu vas écoper ta sanction. Qui que tu sois. Les gens vont se déplacer d'une région à une autre, d'un pays, pour voir du cinéma. Non, ça c'est fini ça. Oui, vous faites bien de parler de cette question de combat truqué. C'est en effet, on va dire, un des aspects qui a le plus retenu l'attention du public nigérien qui a suivi cette édition de Maradi, la 41e édition. Et justement, avant de continuer, je vous propose de suivre les avis de quelques citoyens recueillis par la rédaction de la télévision Labari, justement pendant le déroulement de cette édition de Maradi du sabre national, sur cette question des combats truqués. Et on revient. Le combat truqué, c'est pas bon. Parce que je pense que tout celui qui a été, il pense qu'il est fort et il peut représenter sa région. Et pourquoi? Parce que tu te sens un peu gêné avec l'autre qui... Toi, tu penses que l'autre peut... Tu peux terrasser l'autre et tu te laisses terrasser par l'autre. Donc ça veut dire que tu as une intention de laisser l'autre passer
terrasser ceux qui sont devant, peut-être que tu as quelque chose avec ceux qui sont devant, ça ne te plaît pas. Donc je pense que tout celui qui a fait le combat truqué, on doit le radier de la liste des lutteurs du Niger. Je pense que tout le monde tous les lutteurs qui ont été à la lutte, ils pensent qu'ils sont capables de défendre leur région et d'amener le sabre dans leur région. Donc, si tu fais combat truqué, on doit te radier de la liste des lutteurs du Niger. Les combats truqués, c'est quelque chose qui enlève tout le charme de la lutte. Des gens sont venus de divers horizons pour assister à des combats dignes de ce nom, et que les lutteurs se fassent des cadeaux, si je peux m'exprimer ainsi. Ça enlève le charme et tous les caractères sportifs de la lutte. Puisque la lutte traditionnelle, vous savez, c'est le sport roi du Niger. La lutte traditionnelle du Niger ne mérite pas ce sort. Ce n'est pas une bonne chose que des gens payent même des frais d'avion, parce que la lutte traditionnelle au Niger, elle est suivie partout dans le monde, et il y a des touristes qui viennent avec tout ce qui se passe, ils payent leurs frais pour voir des bons combats, et que malheureusement on a à ce genre de combat. Je dis que ce n'est pas bien, c'est à condamner. Par rapport aux sanctions, moi je trouve qu'il faut plutôt maintenant, il faut sanctionner les deux. Celui qui a donné la chute et celui qui a terrassé. Parce que vous savez, en termes de droit, on dit les corrupteurs et les corrompus doivent être tous sanctionnés. Selon le combat que j'ai suivi, vraiment on devrait arranger les choses, parce que les minutes qu'on donne aux lutteurs, vraiment c'est peu. Au niveau du combat truqué encore, normalement on devrait sanctionner tous les deux lutteurs qui ont fait le combat. Pas un seul lutteur. Si on sanctionne un seul lutteur, là c'est pas encore juste. À travers le combat truqué, là, vraiment la lutte c'est pas bon à regarder pour le moment, parce qu'avant tu vas voir tous les lutteurs ont envie de gagner le sabre. Tous les lutteurs qui sont venus, tous les 80 lutteurs sont là pour le sabre national. Oui, normalement on devrait beaucoup lutter contre ça. Alors, Président, vous avez suivi donc ces citoyens interrogés pendant même que l'édition de Maradi se tenait. Il y a deux idées forces qui sortent. Pourquoi ne pas sanctionner les deux lutteurs, et même cette sanction, c'est juste sur un temps, on va dire 1 année ou 2 ans, je ne sais plus exactement ce que le règlement dit. Il y a un qui a carrément proposé ceux qui jouent au trucage des combats, de les radier carrément. Vous, en tant que responsable de la fédération, qu'est-ce que vous dites sur cette question du combat truqué? Merci de m'avoir de me poser cette question du combat truqué. C'est pour cela, nous, à notre arrivée, nous avons mis une commission qui concerne les combats truqués. Cette commission, je vais vous donner sa globalité. Oui. Elle est composée d'un président, qui est moi-même le président qui est de la fédération, et plus 8 anciens lutteurs des autres régions. Donc un lutteur par région. Un ancien lutteur par région. Et ces anciens lutteurs aussi, c'est des expérimentés qui connaissent en fait la lutte en tant que telle. Oui. Donc, c'est pour cela, cette commission, quand même, a bien fait son travail à Maradi. Vous avez vu quand même, on n'a pas entendu que les choses soient amères avant qu'on réagisse. Oui. Dès qu'on fait le combat, sur place, cette commission est saisie. Elle saisit les jurys pour sanctionner. Et de la manière qu'ils prennent leurs décisions, c'est le président de la commission interpelle un à les anciens lutteurs, à part les 2 lutteurs des régions qui sont concernées. Donc, donc maintenant, à part les 2 anciens lutteurs, il y a au moins les 6 lutteurs. Oui. Maintenant, dans les 6 lutteurs-là, le président du combat truqué interpelle un à un les 6 lutteurs, les anciens lutteurs-là. Membres du comité de la commission combat truqué. Maintenant, s'il y a une majorité qui se dégage, donc si c'est la sanction, si aussi les combats sont bons, le président annonce la décision. Il saisit les jurys d'abord. D'accord.
C'est le jury qui annonce la décision, finale. D'accord. Mais l'autre question, pourquoi ne pas sanctionner les deux? Pourquoi c'est seulement celui qu'on suppose s'est fait terrasser par l'autre qui est un invaincu? Parce que c'est généralement dans ces situations que ça intervient. Pourquoi on ne les sanctionne pas les deux? Je pense que vous avez suivi quand même. Le code même, en son intitulé, a des insuffisances. C'est pour cela, nous, au niveau de la fédération, nous voulons attirer l'attention du ministère pour qu'on revienne sur le code-là et de faire une révision du code. Du code de la lutte. D'accord. Ça me permet justement de vous poser une question sur vos perspectives. Vous avez parlé tout de suite du fait que c'est votre première année, on va dire, d'organisation du sabre en tant que président de la fédération. Et maintenant, j'imagine que déjà la révision de ce code, c'est une de vos actions futures. Mais quelles sont les autres perspectives pour votre équipe? Bon, monsieur, nos perspectives quand même sont nombreuses. Entre autres, nous avons veillé au développement de la lutte, comme je l'ai dit maintenant, donc à la base, c'est-à-dire la détection de jeunes talents et la création de clubs à lutte traditionnelle et olympique aussi, pour assurer une animation permanente des arènes à travers des tournois et combats de jeunes, seniors, juniors, cadets aussi. C'est-à-dire, maintenant, après la lutte, nous allons organiser des tournois dans toutes les régions. Nous avons fait un plan d'action que nous avons soumis à l'appréciation du ministère de la Jeunesse. Donc, que nous voulons développer pour que la lutte, quand même, pour les jeunes aussi, doivent trouver quand même leur rayonnement dans le cadre de la lutte. D'accord. Avant, Président, de finir cet entretien sur un appel ou un mot de la fin, il y a aussi une question qui est revenue pendant cette édition de Maradi. C'est cette question carrément du désistement du ministère qui, d'habitude, on sait que c'est le ministère qui organise. Mais on a senti que presque tout était centralisé au niveau de la région de Maradi. Les responsables de la région ont été pratiquement les principaux organisateurs. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, ça c'est de non-dit. Le ministère est pleinement associé. C'est le ministère. Parce qu'on a dit que carrément l'argent même qui sert à l'organisation a été envoyé directement à Maradi, au niveau du gouvernorat, pas au niveau du ministère. Les cadres du ministère avaient de pleines difficultés pour se rendre à Maradi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Non, ça c'est des histoires. J'espère que l'organisation a été parfaitement organisée par les ministères de la Jeunesse et des Sports. On sait également qu'il y a Vous savez, la région, c'est une région quand même qui organise. Les régions aussi ont leur apport dans l'organisation. Et c'est eux qui ont composé toutes les commissions, accueil, hébergement, restauration. Donc, ils ont leur part de responsabilité. Oui, tout de même, c'est la première fois qu'on entend que le budget est envoyé directement à la région, pas au ministère. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant de ça. Et l'autre question aussi, c'est qu'il y avait un moment, une tension entre la fédération et le ministère. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est fermé cette page ou qu'est-ce qui se passe? Quelle fédération d'abord? La fédération de lutte, bien sûr. Pas nous. Avant votre élection. Voilà. En tout cas, moi. Aujourd'hui, vos rapports avec le ministère. Aujourd'hui, nos rapports avec les ministères, quand même. Nous sommes tous obligés de regarder quand même dans une même direction pour que nous puissions quand même avancer même la lutte pour trouver ces lettres de noblesse. Alors, votre mot de la fin pour terminer cet entretien? Donc, mon dernier mot, c'est de réitérer mes remerciements à tous et à lancer un appel à nos vaillants sponsors pour qu'ils continuent leur soutien, leur encadrement traditionnel à travers le sponsoring pour que le Niger retrouve ses lettres de noblesse sur les plans internationaux, comme bientôt nous allons participer au Toulac, à Dakar, du tournoi qualificatif au Jeu de la francophonie au Maroc. Donc, nous avons besoin de soutien, des sponsors, pour que vraiment nous puissions quand même mener nos actions à temps. Voilà. Merci Moussa Oumfana. Qu'Allah le Tout-Puissant
les miséricordieux et les cléments nous préservent. Amin, 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 merci. Et aussi, oui. Je félicite aussi les FDS dans leur combat du jour pour la sécurité et la quiétude des populations du Niger. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Moussa Oufana. Je rappelle donc que vous êtes le président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Avec vous, nous avions parlé de la 41e édition du Sabre national, le championnat national de lutte traditionnelle, si vous voulez, qui s'est tenu récemment, donc, qui a fermé ses portes dimanche dernier à Maradi. Merci d'être passé sur le plateau de la télévision Labari. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre suivi. C'est ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.